Putain, ça fait tellement longtemps qu'on est coincé dans cette épidémie. Grave. J'ai l'impression que ça fait genre 30 ans. Ben, c'est quasiment ça, hein. Non mais... abuse pas. Mais bon, on n'en voit pas le bout, ça rend le truc interminable. Ben, c'est vrai qu'on avance doucement, hein, mais en soi, ça va venir. Et c'est un problème qui te touche, toi, le VIH? Ouais. Donc quoi? Tu connais un petit peu le sida? Pas tellement. Pourtant, c'est une des plus grosses épidémies de ces 3 dernières générations. Ah ouais. C'est un virus qu'on découvre au début des années 80. Pourtant, il circule déjà depuis le début des années 70 dans certaines populations très à risque. Et en plus, son origine reste encore assez floue. Non. Moi je sais. C'est un scientifique qui a couché avec un singe. Je sais parce que j'ai eu dans les 10 choses que le monde scientifique nous cache, la 5e va vous surprendre. C'était la 5e d'ailleurs. Assez dingue. Ouais. Bah ça m'a surpris, hein. Après, le truc, c'est que c'est faux. Ah merde. Je suis re-surpris. Si tu veux, cette épidémie, elle met du temps à donner l'alerte. Au début des années 90, au niveau des plus hautes instances internationales. Ouais, bah du coup, avec le Covid, on n'est pas si mal, hein. Ben, d'une certaine façon. Après, le VIH, c'est vrai qu'à ce moment-là, on se rend compte que c'est très difficile à traiter. En fait, il infecte des cellules très importantes de notre système immunitaire, Ouais. et du coup, le corps les reconnaît comme étrangères et se met à lutter contre elles. Ah oui, du coup, c'est un peu la guerre civile dans ton corps, quoi. Ben, en quelque sorte. Et du coup, pour freiner l'épidémie de cette nouvelle maladie qu'on ne sait pas traiter, il faut diminuer le nombre de nouveaux infectés. Donc, il faut... Des gestes barrières. Voilà. Mais attends, on n'a pas empêché la population mondiale de baisser, c'est pas possible. Non, bien sûr que non, tu t'en doutes. Mais on a donné quelques consignes. Déjà, on a essayé de prévenir les populations à risque. On a recommandé l'usage du préservatif. On a demandé aux gens de diminuer leur nombre de partenaires sexuels. Et puis, il y a même les hôpitaux qui ont testé les poches de sang avant de faire des transfusions pour éviter d'infecter des gens à l'hôpital. Bah en fait, c'est un peu comme nos mesures à nous. On voit moins les gens, on fait pas de bisous à mamie à Noël, les hôpitaux confinent. Non, c'est pas mal. Et après, les préservatifs, c'est un peu les masques pour les zizi. Ben, complètement. Et du coup, toutes ces mesures-là, on les appelle scientifiquement prophylaxie. C'est un terme qui veut dire prévention, en gros. D'accord, ok. Bah c'est plutôt clair. Mais depuis, il y a un traitement, un vaccin. Alors, des traitements, oui. On a énormément avancé de ce côté-là, mais c'est pas des traitements curatifs. Donc ça permet pas de guérir de la maladie une fois qu'on l'a. Le vaccin, lui, il est très compliqué à développer de par le fonctionnement même du virus. Après, il y a d'autres choses comme la PrEP. Bon, maintenant qu'on a mis 3 heures à monter un titre et une musique, dis-nous, c'est quoi la PrEP? C'est l'acronyme de prophylaxie pré-exposition. Ouais, ça fait peu. Pre-exposure prophylaxis, en anglais, si tu préfères. Bref, c'est un médicament que des gens qui ne sont pas porteurs du VIH, mais qui sont à risque, peuvent prendre dans le cas où ils seraient exposés à cette maladie. Ouais, je vois. Mais j'ai entendu parler de ça, c'est genre, je couche avec quelqu'un et j'apprends qu'il ou elle est porteur de la maladie, et à ce moment-là, je prends le médicament pour éviter de choper la maladie. Non, pas exactement. Là, tu confonds avec le traitement post-exposition, le TPE. Sauf que le TPE, en fait, c'est l'équivalent de la pilule du lendemain. Tu le prends dans le cas où tu as eu un rapport à risque avec une personne porteuse du VIH. La PrEP, c'est plus l'équivalent de la pilule contraceptive. Sauf que ça protège du VIH, pas des bébés. Ok. Mais je suppose que la PrEP, c'est pas à base d'hormones. Bah non. C'est un comprimé qui contient 2 antirétroviraux, des principes actifs qu'on utilise déjà depuis plus de 10 ans dans le traitement des gens qui sont porteurs du VIH.
Ça d'accord, je comprends. Mais prendre des antirétroviraux comme ça, alors qu'on n'a pas la maladie, ça doit comporter des risques, non? Alors, la PrEP, en termes d'effets secondaires et de risques, pour être très honnête, il y a quand même pas grand-chose. On s'est interrogé au départ parce que les médicaments utilisés pour la PrEP sont des médicaments qui sont utilisés depuis très longtemps dans le traitement des personnes qui vivent avec le VIH. Ce sont des antirétroviraux et il y a une toxicité rénale notamment qui est connue depuis très très longtemps, qui ne semble pas apparaître chez des personnes qui sont séronégatives, puisque le principe de la PrEP, c'est qu'on prend un traitement anti-VIH, certes, mais pour rester séronégatif. Donc, en fait, les effets secondaires qui vont être rapportés sont des effets secondaires de début de traitement, qui autour de un état légèrement chargé sur le plan digestif, on va dire parfois un peu de céphalée. Ça va pas beaucoup plus loin. La surveillance de la fonction rénale fait partie du protocole de suivi. Et en cas de problème, de toute façon, la surveillance est suffisamment rapprochée pour que une toxicité rénale qui s'exprimerait avec l'association d'antirétroviraux puisse être réversible à l'arrêt du traitement. Mais dans la pratique, maintenant, on a quand même 4 ans de recul à grande échelle. C'est des événements qui sont absolument exceptionnels chez des gens qui n'ont pas de facteur de risque particulier. D'accord. Donc si je comprends bien, la PrEP, c'est un médicament que les personnes non porteuses du VIH prennent pour éviter d'avoir la maladie au cas où ils coucheraient avec quelqu'un qui a la maladie, et ça sans réel risque d'effet secondaire. Ben ouais, c'est exactement ça. Bon, je comprends à peu près le principe de la PrEP, mais globalement, ça marche ou pas? Bah, alors là, on commence à avoir quelques données. C'est des données qui sont encore un peu précoces parce que ce traitement a que quelques années, mais quand même. Par exemple, à San Francisco, entre 2012, l'année où la PrEP a été autorisée, et 2016, le nombre de nouveaux contaminés a chuté de 49%. Au Royaume-Uni, entre 2015 et 2016, le nombre de nouveaux cas a chuté de 18%. C'est une baisse spectaculaire en fait dans l'histoire de cette maladie. Donc certes, il n'y a pas que ça, on a progressé dans plein de domaines, comme par exemple la prévention autour de cette maladie, le traitement des personnes qui sont déjà contaminées. Et d'ailleurs, ouais, à ce propos, j'avais déjà entendu que une personne qui est porteuse de la maladie, mais qui, parce qu'il prend un traitement, n'a pas de charge virale détectable dans le sang, ne peut pas transmettre la maladie à quelqu'un d'autre, en fait. Complètement. Et du coup, ça rentre aussi dans cette chute. Okay. Au même titre que la prévention, mais la PrEP en est certainement un acteur important. Ok. Bon, cool. Et il y a une bonne observance dans tout ça? Ouais, t'as dit quoi? Bah, les gens, ils kiffent. Bah, je suis pas sûr que tu puisses vraiment kiffer de prendre un médicament tous les jours dans l'optique où tu pourrais attraper une maladie incurable. Mais en tout cas, le concept en a convaincu plus d'un. C'est ça, c'est que la sexualité était devenue une source effectivement d'anxiété, beaucoup associée à des tests VIH répétés 3-4 fois par an et des périodes d'angoisse. Bon, je savais que le traitement post-exposition existait, par exemple, mais j'avais jamais osé aller le demander, par exemple, après un risque. Par peur peut-être d'être jugé ou des effets indésirables, je sais pas, mais c'est vrai que par exemple avec la PrEP, c'est la première fois que j'ai pu discuter librement avec un médecin de ma sexualité sans me sentir jugé. Le gros argument, c'était déjà la sécurité pour moi et ensuite aussi pour les autres, parce que je me suis dit, c'est un effet qui se coule, cette affaire. Parce que moi, je suis protégée et du coup, je protège les autres de tout. Dans le sens où non seulement il y a le traitement, la PrEP, mais il y a aussi tout le dépistage et tout l'accompagnement qui vont avec. Oui, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un peu du mal à imaginer revenir en arrière. Effectivement, revenir à cette sexualité un petit peu où il y a de l'anxiété. C'est une obligation, ce suivi, mais ça permet aussi justement se poser des jalons pour sa santé sexuelle, bien prendre soin de soi, en fait. Ouais, non, mais super. Mais du coup, c'est facile à prendre? Aussi facile ou difficile que de prendre la pilule contraceptive tous les jours, comme les femmes le font, comme beaucoup de femmes le font. Ouais. Après, pour la PrEP, il existe aussi le format de prise à la demande. C'est tu prends le comprimé uniquement autour des rapports sexuels. Mais là, on commence à rentrer dans des détails techniques. D'accord.
Donc si moi, par exemple, je veux me faire prescrire la PrEP aussi, je vais chez mon médecin traitant et c'est bon? Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Pour te faire prescrire une première fois la PrEP, il faut aller soit dans un centre de dépistage anonyme et gratuit, un CEGID, soit auprès d'un médecin hospitalier spécialisé du VIH. Et puis c'est pas, t'arrives, tu reçois une ordo, bonjour, je veux la PrEP, tu reçois une ordo et puis c'est bon. D'abord, il y a un premier rendez-vous où tu vas discuter avec le médecin des bénéfices et des risques de la PrEP. Est-ce que c'est important, enfin, est-ce que c'est utile pour toi, ce que ça implique de prendre la PrEP, et puis tu vas repartir avec un bilan à faire. On va voir si t'es pas déjà porteur du VIH, si t'es pas déjà porteur d'une autre IST, et on va évaluer ta fonction rénale, l'état de terrain. D'accord. Mais si tout ça, ça ressort normal, du coup, moi, je peux me faire prescrire la PrEP. Ben, en fait, exactement. Tu vas revenir, tu auras un autre rendez-vous entre 2 et 4 semaines plus tard, en général, pour recevoir ton ordonnance. D'accord. La PrEP, il ne faut pas non plus se focaliser entièrement sur le médicament. Il y a aussi tout le parcours qui va avec. Tous les 3 mois, je fais des dépistages complets, je vois un médecin avec qui je peux discuter de ma sexualité. Donc au final, j'ai l'impression qu'au niveau des IST, je suis beaucoup mieux pris en charge qu'avant. Enfin, typiquement, avant d'être rentré dans le protocole PrEP, j'avais jamais fait un dépistage local au niveau de la gorge ou au niveau de l'anus pour aller chercher des gonocoques ou des chlamydia. Et comme on sait que ces IST-là, elles peuvent ne pas avoir de symptômes, on peut les transmettre à nos partenaires, au moins d'être dépistés et traités très tôt, ça permet de les prendre en charge. Donc il faut mettre ça aussi dans la balance. Non, mais d'accord, on dépiste les IST, etc. Mais la PrEP protège pas contre les cas d'autres IST. Donc sans le préservatif, il devrait y avoir une augmentation des cas, non? Quand la PrEP est arrivée, on n'a pas vu d'augmentation des IST. On a même vu une diminution qui a été constatée au niveau national par rapport à la syphilis. Et nous, ça fait 2 ans qu'on voit aussi une stagnation, diminution sur l'incidence des affections à gonocoque. Donc en fait, l'usage de la PrEP, parce qu'il est associé à un dépistage très bien organisé, à terme, et ça a déjà commencé, va faire baisser les IST et pas les augmenter. Après, l'autre répercussion c'est juste la tranquillité, quoi. Je prends mon truc, je prends mon gros cachet bleu, le soir, et je sais que je risque rien parce que le risque zéro n'existe pas, mais je risque très peu. Je sais qu'ils m'ont dit dépistage tous les 3 mois, il y a tout qui va être vérifié, et je me dis du coup, je suis tranquille en fait. Ouais, c'est vrai qu'après, t'es tranquille. Mais c'est remboursé par la Sécu, tout ça, ou pas? Oui, c'est remboursé par la Sécu pour les personnes de plus de 15 ans qui sont à haut risque d'attraper le VIH. En l'occurrence, il s'agit en France des hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes et des personnes soit qui ont vécu, soit qui viennent de pays d'Afrique subsaharienne ou de pays de la région des Caraïbes. Après, en plus de ces 2 grosses catégories, tu as les travailleurs et les travailleuses du sexe et les usagers de drogues injectables. Après, il y a des situations individuelles et nous, on a des hommes et des femmes hétérosexuels qui sont sous PrEP parce qu'ils ont une situation individuelle de sexualité que je qualifierais de généreuse et ouverte sur le monde, qui potentiellement peut les exposer au VIH. Mais pour un homme ou une femme qui a une sexualité hétéro avec qui n'évolue pas dans un univers particulier, le risque de contracter le VIH est en fait extrêmement faible. Donc la PrEP aurait un rapport bénéfice-risque qui serait pas très 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 favorable quand même. Ce qui m'a motivée, c'est que j'avais déjà des partenaires multiples ayant eux-mêmes d'autres partenaires, notamment parce que milieu polyamoureux. Et du coup, je me suis dit que je pouvais être dans les populations cibles, c'est-à-dire personnes ayant de multiples partenaires et des rapports potentiellement non protégés. Mais voilà, donc tu rentres à peu près dans les personnes exposées au VIH. Donc je comprends pas pourquoi c'est autant cloisonné, tu vois. Ça devrait être ouvert à tout le monde, la PrEP.
On a montré depuis très très longtemps que sur le plan épidémiologique, de toute façon, dans des épidémies très concentrées comme celle du VIH, même si évidemment il y avait des personnes contaminées qui n'appartenaient pas à ces groupes, le moyen le plus sûr finalement de faire de la prévention au bénéfice des personnes hors groupe spécifique, c'est justement de faire baisser l'épidémie dans les groupes spécifiques. Ça marche par ricochet. Finalement, c'est beaucoup moins les pratiques qu'on a que le contexte dans lequel on évolue. S'il y a du VIH autour de moi, je peux l'attraper. S'il n'y a pas de VIH autour de moi, quoi que je fasse, je vais pas l'attraper. J'ai rien pigé. Bah, en fait, c'est simple. Imagine-toi en voiture sur une route déserte. Ok. Tu peux toujours pas avoir de chance et te prendre un arbre. Oui. Par contre, si tu prends la caisse un jour de grand départ en vacances, Mhm. t'as beaucoup plus de chances de t'emplafonner une autre voiture. Ben, avec le VIH, c'est pareil. Ah ouais, d'accord. Mais alors, il y a quelque chose que je comprends pas, moi. Le préservatif, c'est bien, c'est pas bien, c'est mieux que la PrEP ou pas? L'efficacité d'une stratégie individuelle de prévention basée sur le préservatif est d'environ 81% de réduction des risques. Une stratégie basée sur la PrEP est d'environ 86%. Et dans la pratique, on se rend compte que la PrEP, une fois qu'elle est prise, on est quasiment probablement à 100%. Donc, 35 ans que tout le monde met plus ou moins des préservatifs, je pense qu'on ne fera pas mieux aujourd'hui avec uniquement le préservatif comme outil de protection. Ça reste l'outil majoritairement utilisé, parce que la PrEP concerne actuellement 30 000 personnes à peu près. C'est pas énorme, mais la PrEP c'est pour des personnes qui sont exposées, fortement exposées, et pour qui le préservatif est un mode de protection qui est insuffisant, soit que leur exposition est très très forte, soit que ils ont des difficultés à l'utiliser. Donc voilà. Bon, ça fait beaucoup d'infos d'un coup quand même. Bah, au final, pas tant que ça. Enfin, si tu veux, on peut essayer de résumer. Allez, c'est parti. En fait, il faut partir du principe qu'on vit dans un monde où il y a des comportements à risque et il y a des populations à risque. Ouais. Et donc, il faut qu'on fasse avec et qu'on fasse au mieux. Ouais. Et contre ça, pendant longtemps, on a eu le préservatif pour se protéger. Ouais, complètement. Et puis, dans un monde idéal, tout le monde a toujours un préservatif sur soi, tout le monde s'en sert correctement, et puis il craque jamais. Ouais. Mais bon, c'est un monde idéal, quoi. Enfin, oublier une capote, c'est arrivé à tout le monde. Exactement. Et du coup, à ce moment-là, c'est là que la PrEP intervient. Ok. Et elle intervient de deux façons. La première, pour te protéger du VIH si tu as des comportements à risque ou que tu fais partie d'une population à risque. Et la deuxième, c'est pour te protéger de toutes les autres IST, parce que de par son mode de prescription, elle les dépiste plus tôt, donc les prend en charge plus tôt, et donc limite leur propagation. Ouais. C'est clair, non? Bon. Ben, si jamais vous êtes intéressé ou si vous êtes curieux, rappelez-vous que la première chose à faire, c'est quand même de consulter son médecin traitant. Et si jamais vous voulez aller plus loin, ben, dans la description, il y a les liens vers les associations, les centres de dépistage et tout plein d'infos, des articles qui vont vous permettre d'en savoir un peu plus. À votre santé. À votre santé.